Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Tchad Presse TV Web et à l'émission Le Point. Le Tchad, comme partout dans le monde, a célébré le 3 mai dernier la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le rapport 2022 de Reporters sans frontières classe le Tchad au 104e rang sur 180 et dit ceci: la situation politique et sécuritaire du Tchad reste très instable et fait peser des risques importants sur l'exercice du journalisme. La mort en avril 2021 du président Idriss Déby Itno n'offre pour l'instant aucune perspective nouvelle pour la démocratisation du pays. Alors, où en est-on au Tchad avec la liberté de la presse, surtout en cette période de transition? Comment se portent les médias? Dans quelles conditions travaille le journaliste tchadien? Vaste champ de questionnement. Nous recevons à notre plateau et dans nos studios Saleh Gaba, l'ex-journaliste, politologue et enseignant-chercheur Dr Évariste Ngarlem Toldé pour nous éclairer sur la situation de la presse. Bonjour Monsieur Toldé. Bonjour. Vous êtes dans le studio Saleh Gaba. C'est un éminent journaliste qui a presque, disons, donné sa vie pour la liberté de la presse et pour la démocratie. En fait, la journée de la presse, et on ne voit aucun signe qui nous parle de ce grand monsieur, de cette grande figure du journalisme. Qu'est-ce que ça nous dit à nous tous, journalistes, citoyens, patrons de presse, hommes politiques, décideurs politiques, sur l'état des médias au Tchad? Bien, merci. J'ai eu un pincement au cœur dès que vous avez prononcé le nom de Saleh Gaba, que j'ai personnellement connu, que je connais aussi dans quelles circonstances il a perdu la vie. Je suis dans un studio qui porte ce nom. Et je voudrais vous dire d'abord un grand merci d'avoir pensé à refaire vivre Saleh Gaba, parce que c'est le prototype du reporter qu'on connaît ou qu'on connaissait au Tchad. Vous voyez Saleh Gaba sortir de la radio à l'époque, toujours son grande bandoulière, son calepin en main. C'était le journaliste hors pair, toujours présent. Donc, je vous dis que je l'ai connu physiquement. Et ça me fait plaisir de me retrouver aujourd'hui dans ce studio qui porte son nom. Et je vous dis chapeau d'avoir pensé à lui et de donner son nom donc à ce studio. Alors, le Tchad a célébré, comme vous le dites, le 3 mai, comme de par le monde. Qu'est-ce que les Tchadiens en général et les journalistes tchadiens en particulier ont fait? À ma connaissance, pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce qu'une telle date devait permettre d'abord de penser à ceux qui ne sont plus de ce monde, les premiers journalistes. Les premiers journalistes, je me rappelle à une émission, dans des échanges qu'on faisait, on se demandait mais quels sont les premiers journalistes qu'on a eus à la radio dans les débuts des années 60. On m'a cité Kamis Togoy, qui s'appelait d'abord Maurice Bosquet. On m'a cité Laudiongissi. Il était attaché de presse à l'ambassade du Tchad en France. Ici, et puis sont 4-5 personnes qui faisaient fonctionner la radio lorsque la radio a quitté le site de l'ONTP, de la Poste, pour aller donc à son siège de Sabangali en 64-5 jours. Donc c'est des noms comme celui de Saleh Gaba qu'on doit mettre en valeur le jour de la liberté de la presse. Ceux-là qui ont jeté les jalons pour que le droit de l'information devienne aujourd'hui une réalité pour le citoyen tchadien. Apparemment, personne n'a évoqué
évoqué ces noms-là, apparemment, on n'a pas songé à ces premiers journalistes qui ont déblayé le terrain pour qu'aujourd'hui, la presse puisse se faire une place au soleil. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez fait des efforts en donnant le nom de Saleh Kaba. Il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne bien d'autres comme Kamis Touboy et Japas. On devrait, le 3 mai, songer d'abord à tous les premiers journalistes et ceux qui les ont suivis qui ne sont plus de ce monde. Il y en a qui ont donné de leur vie dans l'exercice de cette profession-là. Il y en a qui ont été abattus, je dirais comme des chiens, dans l'exercice de leur métier. Je me rappelle encore de Maxime Kladoumbaye, de l'agence tchadienne de presse, Djerabi Diklo, de la télé Tchad, début des années 90-91. Comme ça, est-ce que c'est parce qu'ils sont journalistes? Certainement oui. Donc il y en a qui ont payé de leur vie pour qu'aujourd'hui, la liberté de la presse soit une réalité dans notre pays. Mais c'est curieux de constater qu'un 3 mai, ni les décideurs politiques, ni les associations, organisations des médias puissent faire en sorte que cette date puisse marquer un tournant dans la redynamisation de la profession. Bien au contraire, on a constaté plutôt un relâchement parce qu'il y a 10-15 ans, on faisait en sorte que le 3 mai soit une date qui regroupait tous les Tchadiens journalistes, de toutes les corporations, de tous les médias. Et des prix même étaient décernés. Je me rappelle qu'on avait donné en 2011 un prix à Tchadiculture pour son cinquantenaire. Tchadiculture était un journal créé en 1961 par l'abbé Chotard qui nous encadrait quand j'étais jeune, j'étais enfant. On était des fanfares. L'abbé Chotard en 1962. Et en 2011, Tchadiculture avait eu 50 ans. Et nous avons donné un prix. Donc, on devait poser des actes, on devait faire des événements qui puissent marquer la date du 3 mai. Malheureusement, à ma connaissance, cette année, je n'ai rien vu, à moins que je sois humain. Pour rétablir un peu les choses, il y a quand même le prix Saleh Kaba, je pense, institué par la haute autorité de l'audiovisuel avec le président Dionabaye Dieudonné. Et donc en définitive, si j'ai bien compris, l'état de la presse au Tchad, elle est médiocre, elle est catastrophique, si je vous comprends bien, et elle n'a même pas de mémoire, c'est ça? Absolument. Mais je ne vous fais pas le dire. Je ne fais pas le dire. Je suis pour beaucoup de choses dans l'institution de ce prix. Je ne sais pas si j'étais parmi les responsables du premier prix qu'on devait donner en ce monde. J'étais le président du comité d'organisation de ce prix de l'excellence. Et il y a eu un débat qui a été posé. Et déjà en son temps, nous, on voulait même déjà un studio de ce nom. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au nom de Saleh Kaba. Oui. Même avec la grande tour qu'il y a aujourd'hui, les gens n'ont pas pensé à... Même pas, à l'immortaliser. Il y en a bien d'autres, comme vous dites, les anciens, les pionniers. Mais c'était le nom de Saleh Kaba. C'était une proposition de Si Koumboussi Gagali. On était là, elle représentait l'AEPT. Moi, j'étais président de l'UJT et d'autres responsables des corporations. On avait pensé à ce genre d'initiative. Mais c'est vrai, le prix Saleh Kaba est une bonne chose, mais on voudrait encore davantage. On avait même remis des prix à des familles des défunts. Des familles des défunts. Notamment, je crois, le premier prix on avait donné à la famille de Manuel Touadé, qui était le premier président du Haut Conseil de la communication. On avait pensé surtout à ceux-là qui ont marqué la presse. Je me rappelle encore qu'il était journaliste en arabe, chef de service de programme, le nom ne me vient pas, on avait aussi, ils étaient 3 sur la liste. Donc
Yann-Tchad, le groupe Yann-Tchad Média, sans se jeter de fleurs ni sans fanfaronnade, en toute humilité, on a comblé un trou avec les modestes moyens. On a pensé à Saleh Gaba et on a fait un portrait de lui et on a décidé de donner ce studio. Et vous êtes la bienvenue dans notre studio. Pour revenir au sujet de la presse et au rapport des Reporters sans frontières, le Tchad, on va essayer d'être positif. Le Tchad est passé de 123e rang à 104e rang. 104e, oui. Est-ce que vous, en tant qu'ancien vieux routier du Sud, est-ce que ce n'est pas une amélioration ou c'est juste un trompeur? Mais il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je noterai simplement parce que le rapport de Reporters sans frontières, c'est chaque année. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2022? En entre-temps, vous savez, on avait vu des journalistes être traînés en prison. On avait vu des journalistes être interpellés à la barre pour un oui ou pour un non. Mais c'est vrai que depuis ce dernier temps, c'est des images qu'on ne voyait plus. Est-ce que ceci explique cela? Je ne saurais le dire. Mais je me rappelle, en son temps, c'était des événements qu'on vivait. Dans les années 2005-2006, on s'était regroupé UJT, l'Union des journalistes tchadiens, Droits de l'homme sans frontières, les Ligue tchadienne des droits de l'homme, pour aller au secours d'un journaliste, directeur de la radio Lodiko, que dis-je, la radio Brakos à Moïsara, parce qu'il était menacé par les militaires. Donc on est parti, on s'est rendu par nos propres moyens. On est parti parce qu'il était harcelé par les militaires, par les autorités administratives, simplement parce qu'il donnait, il ouvrait l'antenne à des citoyens tchadiens qui s'exprimaient. Peut-on parler vraiment de liberté de presse lorsqu'on est dans un contexte politique pareil? Oui, mais pourquoi pas? Non, ça a toujours existé. Vous savez, au sortir de la conférence nationale souveraine en 1993, où les journalistes avaient joué un grand rôle, nous avons obtenu la loi 19 sur le régime de la presse. Nous avons obtenu aussi la nomination d'Emmanuel Touadé, d'abord la mise sur pied du Haut Conseil de la communication. Mais tout ça, ça relève donc du domaine des textes juridiques qui régissent donc la profession. Et les journalistes, en tant que fonctionnaires, j'ai aimé un peu l'appréciation que vous faites en parlant de médias publics et non de médias d'État. C'est tout à fait les médias publics. Donc, le fait que vous dites médias publics, et ils travaillent des citoyens tchadiens fonctionnaires, agents de l'État, mais c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse nommer que des fonctionnaires, mais d'une certaine obédience. Moi, c'est là où je vois la nuance. C'est-à-dire que on doit continuer par nommer. Mais on a comme l'impression que ceux qui sont nommés là, ils ont pratiquement les mêmes couleurs politiques ou alors ils sortent à peu près des mêmes moules. Sinon, c'est des nominations qui obéissent à des critères, je trouverais, trop fantaisistes. Tous ceux qui arrivent là ont fait les louanges, soit du parti au pouvoir, soit à l'époque c'était le chef de l'État ou la première dame. C'est des gens qui ont tourné leur bosse autour du parti au pouvoir. On avait même un moment des journalistes qui ne servaient que la présidence. Il y en a qui ne servaient que la primature. Il y en a qui étaient même détachés carrément au parti au pouvoir, qui avaient même leur bureau au siège du MPS. Et il y a même une association des journalistes du parti au pouvoir. Je ne le fais pas dire encore. Tout ça, on avait ces genres de démembrements qui existaient et tous ceux-là, ils ramènent, je dirais, à contre-courant des idéaux du journalisme. Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque le Tchad reste un pays où celui qui veut vivre est obligé donc de s'aligner sur la ligne du parti au pouvoir. Et beaucoup ont vendu leur âme et leur conscience. Et aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de gens, beaucoup de journalistes sont obligés de passer par là. Et on connaît ce qu'ils sont devenus par rapport au public, par rapport à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs et à leurs lecteurs. Monsieur Tondé, on va parler un peu de la précarité dans le métier. Et les médias privés, surtout privés, travaillent pratiquement dans la précarité. Et l'impression coûte cher. Les annonceurs ne sont pas là. Plusieurs journaux ont cessé de publier ou n'arrivent pas
se faire publier, où il y a des journaux qui ne respectent pas les règles de publication. L'aide à la presse a tari, je pense, depuis des années. Et il y a à la veille de la présidentielle de 2021, si ma mémoire est bonne, on a pensé à donner à la presse un peu de subsides pour exister. C'est rien du tout. Et vous, avec votre expérience, avec votre recul, quelle solution pérenne faut-il proposer pour que la presse vive de façon décente et que le journaliste arrive à vivre un peu de son métier? Quel modèle économique qu'il faut? Vous savez, nous nous sommes retrouvés en 2005 entre responsables des associations et organisations des journalistes à Kinshasa, à RDC. Nous avons concocté ce qu'on appelle la convention collective des journalistes. Et nous avons travaillé, je crois, 14 pays francophones. 14 pays. Nous avons travaillé dans le sens de la viabilité des médias en Afrique, et surtout en Afrique francophone. Donc, vous avez parlé de l'impression, oui, mais la détaxation des intrants qui entrent dans la fabrique, le coût de l'électricité, vous avez le loyer. Nous avons dit, voilà un minimum qu'il faut pour les journalistes. Parce que ça ne sert à rien d'être journaliste. Mais les gens vous imaginent, quand on vous écoute, on dit, mais c'est terrible celui-là. Mais quand on vous découvre, c'est un gringalet, mais ce n'est pas possible. On dit, c'est celui-là qui est journaliste là. Mais les gens n'imaginent jamais comme ça. On pense que les journalistes sont des gens gros, gras, qui roulent, je ne sais pas. Qui roulent sur de l'or. Sur de l'or, et puis quand on vous découvre un jour, mais on dit, mais c'est pas possible. Il est comme ça. Parce qu'on a voulu que le journaliste soit payé dans la mesure du travail qu'il accomplit. Mais aussi, nous avons dit, c'est vrai, il manque de publicité. Mais il faudrait d'abord que les journalistes soient traités. Vous voyez, les patrons de presse, les directeurs de publication, directeurs de radio, directeurs de télévision, ils utilisent aussi les journalistes. Mais quand vous voyez, ils sont tous en voiture. Mais vous ne trouverez aucun journaliste en voiture. Mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Alors que ceux qui leur fournissent la matière pour leur organe de presse sont en train de marcher à pied. C'est nous-mêmes, parfois, les journalistes, qui faisons du mal à nos autres journalistes. Et aussi, l'État profite de cette brèche-là que nous ouvrons pour enfoncer le clou. Parce que les accords de Florence, il y a des textes qui existent, qu'on doit appliquer. Donc, nous avons la convention collective des journalistes qui fixe un minimum pour le traitement des journalistes. Des congés de paternité ou de maternité, des congés annuels, le traitement, je ne sais pas, les cas de maladie. Parce qu'en notre temps aussi, nous avons voulu que dès l'instant où quelqu'un a une carte de presse, il doit être traité, soigné gratuitement. On doit avoir un médecin conventionnel pour les journalistes. On doit voyager, quand on monte sa carte de presse, on doit avoir accès à un bus pour voyager ou à l'avion rapidement. Donc, pour un médecin, pour le voyage, il y a eu un troisième domaine qu'on avait évoqué. Tout ça, les gens n'ont pas voulu nous entendre. L'Union européenne en 2002 avait mis 200 millions de francs CFA pour demander à l'État tchadien de nous donner ne serait-ce qu'un local pour un équipement de ce genre-là, pour donner aux journalistes tchadiens. L'État tchadien est resté muet. 2003, ce fonds est ramené à 125 millions. 2004, 80 quelques millions. 2005, là j'étais déjà arrivé comme président des journalistes. Les gens ont rapatrié le fonds. Et quelles raisons les gens ont évoquées? On ne peut pas mettre à la disposition des journalistes, qui sont nos ennemis, entre guillemets, des moyens aussi conséquents. Mais ils deviendront pires que les partis politiques. Mais justement, Dr Tondé, est-ce que cette situation n'est pas voulue de maintenir les journalistes dans la précarité et de ne même pas leur offrir le minimum vital pour être à l'abri des besoins primaires, on va dire? Et est-ce que aussi c'est pas la faute des journalistes eux-mêmes? Pourquoi? Les journalistes tchadiens. Oui. Parce que je l'ai vu, bon,
j'ai beaucoup lu sur l'historique, l'histoire du journalisme à travers. Ça n'a jamais été facile pour les journalistes nulle part. Et au Tchad, on a l'impression que les journalistes s'aplatissent. Et ils ne mènent pas le combat pour le journalisme, parce qu'après tout, c'est le quatrième pouvoir. Vous, avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le journaliste tchadien lui-même? Mais vous l'avez ébauché. En 89, c'était le 18 ou 19 mai, on avait créé sous la dictature l'Union des journalistes tchadiens. On était parmi les premières organisations à exister. Je crois à l'époque il y avait la LTDH et puis l'USD et puis un truc que j'ai oublié là. Donc il y avait au moins 4 ou 5 organisations qui existaient. On a créé l'UJT qui reste l'organe fêtière des journalistes. Aujourd'hui, vous allez compter combien d'organisations qui défendent les intérêts partisans dans la profession. Tantôt c'est pour ceci, tantôt c'est pour cela. Donc nous avons créé notre propre tombe. Et ça fait qu'aujourd'hui, les journalistes existent. On dit, vous arrivez à un reportage, on dit, attention, la télé n'est pas encore arrivée. C'est comme si la radio, la presse écrite ou les autres ne sont rien. Et on attend que la télé arrive. Non seulement on attend que la télé arrive, mais on va envoyer un véhicule chercher les journalistes de la télé, qui attendent tranquillement pour qu'on envoie un véhicule les chercher. Alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est les premières divisions. Il y a les divisions entre médias publics et médias privés. On estime que ceux des médias publics doivent être privilégiés au détriment de ceux du privé. On crée de ces distinctions. Et puis, ça arrive encore au niveau des journaux. Qui vous lit même d'abord? Vous avez un électorat limité. Nous, à la radio, on nous suit. Nous, à la télévision, c'est partout au monde. Vous, les journaux, là, c'est... Donc, on est resté là, segmenté dans des divisions sectaires qui font que la profession s'affaiblit. Et justement, ces divisions-là, mais ça offre le lit au pouvoir en place pour taper sur les journalistes. Et les journalistes aujourd'hui sont en train de regretter. C'est déjà trop tard. C'est trop tard. Nos divisions, telles que nous le vivons aujourd'hui, ces divisions-là, font que, est-ce qu'on est réellement quatrième pouvoir? Quatrième pouvoir ou contre-pouvoir? Toujours est-il qu'on ne sent pas cela. On est pouvoir contre pouvoir, on doit demander de compte au gouvernement. Parce qu'ils doivent rendre de compte. Ils sont là, ils gèrent le pays. Ils doivent rendre de compte aux citoyens. À qui on a demandé de compte? Que ceux qui sont élus, on ne leur a jamais demandé de compte. C'est comme on l'avait évoqué, reste un droit pour les citoyens. Malheureusement, les journalistes ne font pas ce travail-là. Il y en a qui caressent les dirigeants dans le sens du poil. Il y en a qui les accompagnent. Ils se laissent, je ne sais pas, payer comme des mercenaires pour s'acharner sur les pauvres individus. Il y en a qui sont parfois à la merci des plus offrants. Et puis, la diffamation n'est pas loin. Donc, tout ça, ça fait que les journalistes sont pour beaucoup dans l'image aujourd'hui des journalistes tchadiens. Moi, je me rappelle qu'à votre époque, il n'y avait rien, mais il y avait quand même, peut-être qu'on est un peu nostalgique, mais il y avait quand même l'âme du journaliste tchadien. Moi, je me rappelle, j'écoutais la RNT à 14 avec les Madirangar, Fakir Kanasawa, tous ces gens, et qui portaient quelque chose, malgré la situation de la dictature, et ça donnait envie d'être journaliste. Mais aujourd'hui, avec la génération qui monte, on sent que c'est le vide, c'est creux, ça sonne faux. Quel jugement, vous, de votre expérience, vous pouvez porter, ou bien quel conseil vous pouvez donner aux jeunes journalistes qui montent et ceux qui sont présents en termes de prise de conscience? Avant la libéralisation des médias, vous avez cité un nom, Madirangar Fakir, paix à son âme, il n'y avait que les médias publics. Mis à part des cultures que j'ai évoquées, il n'y avait que les médias d'État ou les médias publics. Et tous ceux qui venaient dans cette profession-là sortaient des écoles de formation. Et ça, il n'y a rien à faire. Même si les premiers journalistes que j'ai cités étaient formés dans l'État. Et parce que le journalisme est une science. C'est une science et une technique. Ce n'est pas pour rien qu'on a concocté une loi, rien que pour la presse. Il n'y a pas une loi pour les médecins. Il n'y a pas une loi pour les juges. Pourquoi on a choisi de faire une loi pour les journalistes? C'est parce que justement,
c'est une profession à part. Et les gens qui arrivent aujourd'hui dans la profession pensent que c'est plus simple de savoir parler français, de connaître la langue de Molière, d'écrire une phrase et on est journaliste. Ce n'est pas de leur faute, c'est la loi qui les autorise. Parce que la loi dit quoi? La loi dit un journaliste. Celui-là qui tire l'essentiel des revenus nécessaires à son existence dans une entreprise de presse est journaliste. Ça ne fait même pas référence à un diplôme. Vous pouvez exercer 20-30 ans dans une radio, une télévision, un journal. Celui qui arrive aujourd'hui, rien ne vous distingue. Ça, c'est la loi. Et la loi a ouvert la porte à ce que j'appelle les brebis galeuses, qui sont entrés dans la profession et qui ont terminé les mains de la profession. Ils pensent qu'ils sont déjà parvenus en étant journalistes. Et donc il faut nettoyer là. Mais justement. Mais comment vous faites pour nettoyer? Mais puisque au niveau de la loi, je crois que l'ordonnance n'a pas évoqué le diplôme, mais pour la remise de la carte de presse, je crois que l'AMA a exigé, par exemple, que les directeurs de publication ou les rédacteurs en chef soient issus des écoles de journalisme. Il faut un minimum. Il faut un minimum. Parce que ça fait en sorte qu'on a découvert à un moment qu'il y en a qui venaient avec des diplômes de pêche ou c'est pas d'agriculture ou d'élevage qui deviennent des journalistes. Mais pourquoi il ne peut pas aller à la douane ou à la police avec ces diplômes-là? Et il n'y a que les journalistes qui absorbent. Mais c'est peut-être parce que c'est un métier de liberté aussi. Mais un métier de liberté, mais c'est parce que c'était laissé à la merci de tout le monde. Or, il y a une loi qui réglemente. J'ai dit c'est la loi qui les autorise, puisqu'il ne fait pas mention de diplôme. Mais aussi, je dis bien, je reconnais, comme beaucoup, que les meilleurs journalistes ne sont pas ceux qui sortent des écoles de journalisme. Là, je suis entièrement d'accord. Mais le fait de recruter, parce que lorsqu'on crée une radio, on crée une télévision, on crée un journal, on ne fait pas appel à ceux qu'on a formés qui traînent là dans le tas. Mais on cherche des cousins, on cherche des parents, des neveux qu'on amène à la radio, à la télé, dans les journaux, et on crée une famille autour, comme beaucoup qui créent les cliniques ou qui créent les écoles, ils n'amènent que leur famille. Et c'est la même chose que nous qui nous disons, donneurs de leçons là, on travaille avec nos parents, on travaille avec nos enfants, et nous pensons que ceux qui gèrent l'État, que nous critiquons, nous sommes les premiers à dire, mais ils sont entourés de leurs enfants, ils sont entourés de leurs parents, alors que nous faisons la même chose dans nos radios, dans nos télévisions et dans nos journaux. Donc, imaginez-vous, ce que nous avons l'habitude de critiquer aux décideurs publics, nous également, nous le faisons sans nous rendre compte. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans notre propre piège. Et le métier en prend un sacré coup. Et il ne faut pas maintenant se mordre le doigt en trouvant qu'aujourd'hui la profession est en train de régresser. Mais je dirais que la jeune génération qui arrive a beaucoup d'ambition et beaucoup de prétention. Il y en a qui veulent vite arriver. Et je ne sais pas comment. Or, c'est comme dans l'armée. Il faut commencer graduellement. Il faut commencer soldat. Il faut commencer soldat. Il faut commencer soldat. Il faut être reporter. Il faut commencer à traiter les dépêches. Mais on arrive directement responsable. On arrive directement, je ne sais pas, à un échelon supérieur. Combien sont ceux de 8e, 9e, 10e, 11e échelon qui sont sous des stagiaires? Même des stagiaires sont responsabilisés, s'il vous plaît. C'est du jamais vu. Et il y en a dans les médias. Et ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes journalistes, ils savent qu'ils viennent là parce qu'ils auront des promotions, ils savent qu'ils sont propulsés dans ces organes parce qu'ils ont du soutien. Et ça fait que ceux qui arrivent là, ils n'ont de compte à rendre à personne. Et imaginez-vous, vous ne pouvez même pas lever le petit doigt pour leur dire, mais pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela, hein? Et donc les jeunes journalistes n'ont pas conscience de la charge et de la responsabilité sociale qui les incombe. Et chacun fait à sa tête et c'est dommage pour la profession. Monsieur Touré, on est en transition. On est en pleine période de transition. Et depuis, les journalistes des médias sont invités par les autorités à ne pas diffuser des propos haineux et à privilégier la cohésion sociale, l'entente entre les Tchadiens. Et est-ce que c'est le rôle du journaliste? Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas une autre forme de censure? Personnellement, j'ai de la misère à comprendre cette espèce d'orthodoxie nouvelle pour dire il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop critiquer, il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas parler de ça, parce qu'on est en transition, parce qu'il faut une cohésion sociale, parce que c'est des propos haineux. Est-ce que c'est le rôle du journaliste?
lorsqu'on leur donne la charge de cette mission-là? Mais vous le dites, ce n'est pas du rôle du journaliste. Hein? Quand il y a un fait. Mais on n'entend pas les journalistes dire non, ce n'est pas notre rôle. Mais il ne peut pas le dire. Hein? Il ne peut pas aussi s'arrêter de passer l'information. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux qui permettent aux citoyens d'avoir des informations. Et ce n'est pas en interdisant aux médias ou aux journalistes de parler de telle ou telle chose qu'on empêchera les citoyens d'écouter des propos haineux. Parce que c'est des choses qui existent dans notre société. Et ceux qui font que ces propos haineux sortent là, ce sont les décideurs politiques. Ce sont les responsables de ce pays-là, qui incitent même à la division. Mais on ne peut pas empêcher le journaliste de dire ce qu'il voit. Hein, ce n'est pas possible. Donc, en principe, tout ce qu'on peut faire, c'est de trouver des mots qu'il faut pour dire les choses. Ne pas les dire d'une manière crue. Hein? Quand on nous enseignait dans les écoles, on disait quoi? Lorsque quelqu'un mange beaucoup, on ne lui dit pas qu'il est bourbon, mais on lui dit qu'il a de l'appétit. Voilà. Là, la personne accepte facilement. Donc, c'est la façon de dire la chose pour que l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur accepte. Hein? Mais il ne faut pas le dire d'une manière crue, parce que là, parfois, c'est difficile à accepter. Donc, c'est la façon de dire et d'écrire là qui choque. Mais ce n'est pas du tout. Merci, M. Toldi, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu discuter des questions des médias. J'aimerais finir cet entretien par, je dirais, une note éditoriale, si vous me permettez, à l'endroit des autorités de transition. On dit souvent à l'avenir, la paix et la stabilité tant réclamées ne se fera qu'à travers des médias libres et indépendants et des journalistes à l'abri des besoins primaires. Aucune démocratie n'est possible sans les médias libres, chien de garde de la démocratie. Aucune démocratie n'existe sans les journalistes libres. Ils ne sont ni pour les tenants du pouvoir, ni contre les puissants. Ils sont pour l'information et à équidistance de tous les acteurs politiques et sociaux. Faites en sorte, chers responsables, que les journalistes travaillent librement dans les bonnes conditions pour aider, et je parle ici sous l'autorité d'un grand frère et d'un journaliste expérimenté, de faire en sorte que les journalistes sont là pour aider à mieux gérer ce pays. Quel est votre mot de fin par rapport à tout les médias, le journalisme, la liberté de la presse? Vous avez la parole. Regardez la caméra et dites. Ah bon, mais on sollicite le statut particulier. Ça, c'est pour ceux qui travaillent dans les médias publics, mais aussi les conditions de travail. Il y a des responsables qui ne bougent pas tant qu'il n'y a pas un journaliste qui les accompagne dans leur déplacement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On doit faire en sorte que la presse soit associée à tous les événements. Et tout à l'heure, j'avais évoqué le cas de maladie, le cas de voyage, mais le cas de communication. Aujourd'hui, la technologie est très avancée. Peut-être qu'on peut communiquer à partir de chez soi. Donc, faciliter le traitement médical des journalistes. Combien sont morts comme ça, en coulisses, on cherche à les évacuer. Combien ont des problèmes lorsqu'ils vont aller en reportage. On a des problèmes de messagerie lorsque les journaux sortent. Ça n'atteint même pas Faya, ou ça n'atteint même pas Ozo, ça n'atteint pas Maïbokou. Les journaux s'arrêtent quand il faut trouver un véhicule pour les transporter. Les radios, souvent en FM, il faut trouver des relais. Les télévisions, pas facile aussi de se loger, comment vous appelez ça, ce joyau architectural. Mais que ceux qui y travaillent doivent ressembler à ce qui est construit, ce qui est conçu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je demanderais simplement à ce que, pour cette année, on a célébré difficilement la journée de la liberté de la presse, que cette journée soit mise pour réfléchir sur les conditions de travail des journalistes et faire en sorte que, avant de songer à un projet, il faut d'abord songer au travail des journalistes et à la place des journalistes dans la société
pour qu'il soit le porte-étendard, pour qu'il soit le porte-flambeau des projets qui doivent réussir dans la société, parce que c'est eux qui vont amener en tant que lien entre les événements et le public. C'est aux journalistes toujours d'amener l'information vers les destinataires. Et c'est très important de leur donner des outils et des moyens de travail pour que le droit à l'information soit une réalité au Tchad. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission du Point. Et vous voyez, M. Tolé, toujours pointu, toujours percutant. Merci, M. Tolé. C'est moi de vous remercier, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous tire mon chapeau.